Depuis les indépendances, la plupart des politiques économiques africaines n'ont jamais vraiment été écrites sur le continent. Elles l'ont été à Washington, à Paris ou à Londres. Sous couvert d'aide, de développement et de coopération internationale, les grandes puissances ont dicté la direction à suivre. Mais derrière les discours humanitaires et les promesses de prospérité, se cachaient en réalité des mécanismes de dépendance. Des contrats qui liaient les États africains à des dettes sans fin, des réformes imposées, et des pertes de souveraineté déguisées en partenariats économiques. Pendant des décennies, ce système a fonctionné presque sans résistance. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne tout bouleverser. Nous sommes en 2025, au Burkina Faso. Le pays reçoit une offre du Fonds monétaire international, un plan de soulagement de dette de 300 millions de dollars. En apparence, un souffle d'air frais pour une économie en reconstruction. Mais l'accord venait avec une innovation présentée comme révolutionnaire, le lancement du Phoenix Dollar, une monnaie numérique censée moderniser le système financier burkinabé. Sur le papier, tout semblait séduisant, innovation, stabilité, ouverture sur le monde. Mais dans les coulisses, les conditions étaient tout autres. Le FMI exigeait que le Burkina Faso mette en garantie ses réserves d'or. En cas de défaillance, de chute des prix mondiaux ou de retard budgétaire, ces réserves pouvaient être saisies. Autrement dit, si le pays trébuchait, il perdait définitivement le contrôle de l'une de ses richesses stratégiques. Et ce n'était que la première partie du piège. Le Phoenix Dollar n'aurait pas été contrôlé par Ouagadougou, mais par un consortium de banques occidentales. La monnaie du Burkina aurait donc dépendu d'algorithmes étrangers, de serveurs basés à l'extérieur du continent, et d'institutions sans compte à rendre à la population burkinabé. Sous couvert d'innovation, c'était un nouvel outil de domination économique. Un colonialisme 2.0, sans fusil ni soldats, mais avec des contrats, des codes numériques et des lois irréversibles. Convaincus que le Burkina Faso allait céder, les négociateurs du FMI s'attendaient à un accord rapide. Mais ils se trompaient. Le président Ibrahim Traoré, connu pour son franc-parler et sa vision souverainiste, fit un geste que peu avaient osé avant lui. Lors d'une conférence de presse historique, il rejeta publiquement l'accord, le qualifiant de coup d'État économique déguisé en assistance financière. En une phrase, il mit à nu ce que beaucoup savaient mais que peu osaient dire. Le FMI ne vient pas pour aider, mais pour contrôler. Et le Burkina Faso refuse d'être un pion. La réaction fut immédiate. À Ouagadougou, des foules immenses descendirent dans les rues. Des pancartes s'élevaient, « Notre or n'est pas à vendre. L'Afrique appartient aux Africains ». Pour beaucoup, ce geste symbolisait la fin d'une ère, celle où les décisions économiques africaines se prenaient à des milliers de kilomètres de leurs terres. À Washington, la stupeur. À Paris, l'inquiétude. Dans certains médias occidentaux, on parle déjà d'isolement, de sanctions possibles, de folie politique. Mais en Afrique, c'est une toute autre musique. Des millions de personnes voient dans ce refus un acte de résistance, un réveil. Dans les radios locales du Mali, au Niger, au Sénégal, on salue un acte de courage inédit. Et très vite, d'autres pays commencent à réévaluer leurs propres contrats miniers et énergétiques. Ce moment n'est pas seulement une victoire diplomatique, c'est un tournant historique. Car derrière ce refus se cache un mouvement beaucoup plus large, celui de la reconquête économique africaine. Au Burkina Faso, 5 grandes mines d'or ont été nationalisées. Au Mali, l'État reprend le contrôle sur la production aurifère. Au Niger, le débat s'enflamme autour de l'uranium, longtemps exploité à bas prix pour alimenter les centrales européennes. Partout dans le Sahel, une même idée s'impose, nos ressources doivent d'abord servir nos peuples. Et pour la première fois depuis longtemps, les gouvernements de la région se coordonnent non seulement sur les questions de sécurité, mais aussi sur les politiques économiques. Ils discutent de fiscalité, de contrats, de commerce intra-africain. Et cette fois, les populations soutiennent cette orientation. Dans les villages comme dans les grandes villes, on sent une nouvelle fierté. Un vent de revanche, une conviction que le temps de la dépendance touche à sa fin. Pour comprendre l'ampleur de ce basculement, il faut se souvenir du passé. Depuis les années 1980, le FMI a imposé ses programmes d'ajustement structurel à des dizaines de pays africains. Ces programmes exigeaient des coupes massives dans les budgets sociaux, la privatisation d'entreprises publiques et la fin des subventions alimentaires. Résultat, des économies affaiblies, des services publics détruits et une dette toujours plus lourde. Les pays ne pouvaient plus rembourser et devaient revenir vers le FMI pour de nouveaux prêts. Un cycle sans fin, savamment entretenu.
Mais en exposant ce mécanisme, Ibrahim Traoré a fait ce qu'aucun président africain n'avait fait depuis Thomas Sankara. Il a levé le voile sur le système. Et quand un système devient visible, il perd son pouvoir. Aujourd'hui, une nouvelle voie se dessine. Elle repose sur plusieurs piliers. D'abord, l'indépendance financière, grâce à des institutions africaines comme la Banque africaine de développement ou la Freximbank, qui offrent des financements sans exiger d'or ou d'uranium en garantie. Ensuite, le commerce intra-africain, avec la zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à briser le cycle de l'export brut et de la réimportation coûteuse. Vient ensuite l'autonomie monétaire, avec des projets de monnaie numériques africaines, adossés aux réserves du continent et contrôlés par lui. Et enfin, l'unité régionale, car seule une Afrique unie peut faire face aux institutions financières mondiales. En rejetant le contrat du FMI, Traoré n'a pas seulement protégé 300 millions de dollars d'or. Il a mis en lumière un système entier et offert une alternative. Là où le FMI tirait sa force du silence, il y a désormais une voix forte, claire et africaine. Ce moment, beaucoup le décrivent déjà comme le début d'un nouveau chapitre de l'histoire africaine. Un siècle où l'Afrique cesse d'être la carrière du monde, pour devenir maître de son destin. Alors, dites-moi, de quelle ville, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Pensez-vous que l'Afrique est prête à reprendre en main son avenir économique? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager cette vidéo pour que la vérité continue de circuler. Parce qu'une chose est sûre, l'Afrique est en marche. Et cette fois, plus personne ne pourra l'arrêter.